Je ne m'attendais pas à devenir la gardienne de ma grand-mère à 28 ans. J'avais une carrière prometteuse en tant qu'ingénieur environnemental à Chicago, un petit appartement branché et une vie qui commençait enfin à trouver son rythme après des années de dur labeur. Mais lorsque grand-mère Ellie m'a appelé pour me dire qu'elle était tombée et s'était fracturé la hanche, tout a changé. Ce n'est rien de grave, Sam, insista-t-elle au téléphone, sa voix faible malgré ses efforts pour paraître forte. Le médecin dit que tout ira bien après un peu de repos. Mais je savais que ce n'était pas vrai. À 84 ans, une fracture de la hanche était sérieuse, et grand-mère Ellie vivait seule dans l'ancienne ferme familiale, en pleine campagne de l'Oklahoma, à 30 km de l'hôpital le plus proche et loin de tous parents. La ferme de 100 hectares appartenait à notre famille depuis 3 générations, bien que l'agriculture ait cessé il y a des années, après la mort de grand-père. Maintenant, grand-mère vivait seule dans cette grande maison ancienne, entourée de champs vides et de souvenirs. J'ai pris un congé de mon travail et j'ai pris l'avion dès le lendemain. Le plan était de rester 2 semaines, d'aider grand-mère à organiser des soins à domicile et de retourner à ma vie. 2 semaines sont devenues 1 mois. 1 mois est devenu 3. Et peu à peu, j'ai réalisé que je ne pouvais pas la laisser. Tu es en train de gâcher ta vie, déclara ma mère lors d'une de ses rares visites. Maman avait déménagé à Phoenix il y a des années, préférant la chaleur du désert à la poussière de l'Oklahoma. Ellie devrait être dans une maison de retraite. Toi, tu devrais construire ta carrière. Je ne gâche rien du tout, répondis-je en déposant une tasse de thé devant elle. Je travaille à distance et grand-mère va mieux chaque jour. Maman ricana. Avec un salaire d'ingénieur? Prendre soin d'une vieille femme et d'une ferme qui engloutit de l'argent? Sois réaliste, Samantha. C'était ma mère, toujours pragmatique, toujours préoccupée par la sécurité financière. Elle avait grandi dans cette ferme et avait hâte de la quitter. À ses yeux, ma décision de rester était incompréhensible. Mon oncle Peter était encore pire. Il appelait tous les mois depuis sa maison de vacances en Floride, soi-disant pour prendre des nouvelles de grand-mère, mais en réalité pour suggérer de vendre la ferme. Ce terrain vaut une fortune, Sam, disait-il, comme si je ne le savais pas la maison, elle tombe en ruine, mais la terre. Les promoteurs se l'arracheraient. Ellie pourrait vivre confortablement dans un bel établissement, et il en resterait largement assez. Par « largement assez », il voulait dire son héritage. Mon oncle Peter n'avait jamais caché qu'en tant que fils unique de grand-mère, il s'attendait à recevoir la plus grande part de ce qu'elle laisserait derrière elle. Puis il y avait mes cousins, Jessica et Mark, qui venaient pendant les fêtes avec des cadeaux coûteux et des éclats de voix, remplissant la vieille maison d'une gaieté forcée avant de repartir vers leur vie bien remplie. Il ne restait jamais assez longtemps pour aider grand-mère à faire sa rééducation ou à gérer ses médicaments. Il ne vidait certainement jamais un bassin de lit ni ne l'aidait à se laver lorsqu'elle était trop faible pour le faire seule. « Tu es une sainte, Sam », disait Jessica en m'embrassant rapidement sur la joue avant de partir. « Je ne sais pas comment tu fais. Tu ne t'ennuies pas ici, toute seule, au milieu de rien ?» Mais il se passait beaucoup de choses, simplement pas le genre d'excitation que Jessica pouvait comprendre. Il y avait grand-mère qui retrouvait peu à peu la capacité de marcher seule. Il y avait la victoire de sa première montée des escaliers sans douleur. Il y avait le jardin que nous avons planté ensemble, grand-mère donnant des instructions depuis sa chaise pendant que je creusais dans la riche terre de l'Oklahoma. Et puis il y avait les histoires racontées dans le calme des soirées sur le porche, en regardant le soleil se coucher. Au-dessus des champs vides, grand-mère Ellie me racontait des histoires de sa vie que je n'avais jamais entendues auparavant, comment elle avait rencontré grand-père lors d'un bal pendant la Seconde Guerre mondiale, les premières années à la ferme lorsque la sécheresse avait failli les ruiner, les compagnies pétrolières qui les avaient approchées il y a des décennies pour acheter les droits miniers, et comment grand-père avait toujours refusé. Edgar disait toujours que cette terre était notre héritage, pas quelque chose à exploiter, expliqua-t-elle, ses mains ridées lissant la couverture sur ses genoux. Il voulait la transmettre intacte, comme son père l'avait fait avant lui. Ce qu'elle ne m'avait pas dit, ce que personne ne savait, c'est que grand-père n'avait pas simplement refusé ces compagnies pétrolières. Il avait conclu un tout autre genre d'accord. Je l'ai découvert 1 an plus tard, lorsque grand-mère Ellie est décédée paisiblement dans son sommeil. Je suis restée avec elle jusqu'à la fin, tenant sa main pendant qu'elle s'endormait, lui murmurant qu'elle était aimée. La douleur de la perdre était vive et profonde, une souffrance physique qui m'empêchait de respirer. Les funérailles ont eu lieu dans la petite église où grand-mère allait depuis plus de 60 ans. Les bancs étaient remplis de voisins et d'amis, des gens dont elle avait touché la vie par sa gentillesse discrète. Ma famille était là aussi, bien sûr, maman venue de Phoenix, oncle Peter de Floride, et mes cousins Jessica et Mark, venus de leurs villes respectives. Tu as l'air épuisé,
commenta maman avec son ton critique habituel. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu une vraie coupe de cheveux? J'ignorais la question, trop fatiguée pour son genre particulier de préoccupation. J'avais passé la dernière année à prendre soin de grand-mère, à voir ses bons jours devenir de plus en plus rares. Une coupe de cheveux n'avait pas été une priorité. Après la cérémonie, tout le monde s'est réuni à la ferme. C'était la première fois depuis des années que l'endroit était rempli de gens, les pièces résonnant de voix au lieu du silence. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, dans un état de choc, acceptant les condoléances et essayant d'être une bonne hôte malgré ma tristesse. « As-tu réfléchi à ce que tu feras maintenant ?» m'a accosté mon oncle Peter dans la cuisine pendant que je remplissais la cafetière. « Maintenant qu'Ellie est partie, il n'y a plus de raison pour toi de rester ici. » Je n'ai pas décidé, ai-je répondu honnêtement. Mon poste à Chicago avait été pourvu par quelqu'un d'autre depuis longtemps. La ferme était désormais ce que j'avais de plus proche d'un chez moi. « Eh bien, ne prends pas de décision hâtive, a-t-il conseillé, baissant la voix. J'ai parlé à un promoteur qui est très intéressé par cette propriété. Une fois le testament réglé, nous pourrions tous bien nous en sortir. Je n'ai fait que hocher la tête, trop épuisée émotionnellement pour argumenter. Qu'il ait ses plans. La vérité, c'était que je n'avais aucune idée du contenu du testament de grand-ma. Elle l'avait mis à jour 6 mois plus tôt avec son avocat, mais ne nous en avait pas parlé. La lecture du testament était prévue pour la semaine suivante, au cabinet de l'avocat M. Harrington en ville. C'était une petite pièce simple, avec des chaises inconfortables et des magazines obsolètes dans la salle d'attente. Nous nous y sommes tous retrouvés, maman, l'oncle Peter, Jessica, Mark et moi, une réunion de famille maladroite sous des néons criards. Monsieur Harrington, septuagénaire, un contemporain de grand-ma, gérait les affaires juridiques de la famille depuis des décennies. Il ajusta ses lunettes et commença à lire le langage juridique formel, tandis que mon oncle Peter se penchait en avant, impatient. À mon fils, Peter, lut Monsieur Harrington, je laisse la somme de $50 000 et ma collection d'articles de pêche antiques qui appartenaient à son père. Le visage de mon oncle Peter se décomposa. $50 000, c'était une somme considérable, mais bien loin de la valeur de la ferme sur laquelle il comptait. À ma fille, Linda, continua l'avocat en hochant la tête vers ma mère, je laisse $50 000 et ma collection de bijoux, y compris le collier de perles qu'elle admirait toujours. Ma mère hocha la tête, l'expression figée. À mes petits-enfants, Jessica et Mark, poursuivit M. Harrington, je laisse $25 000 chacun, dans l'espoir qu'ils les utilisent judicieusement. Jessica et Mark échangèrent un regard. Comme leur père, ils s'attendaient à plus. Et à ma petite fille, Samantha, M. Harrington ajusta encore ses lunettes, qui est restée à mes côtés quand j'avais le plus besoin d'elle, je laisse la ferme et les 100 acres de terre environnantes, ainsi que tous les biens ou droits associés à cette propriété. La pièce se tut. Puis mon oncle Peter laissa échapper un rire sec. La ferme? Elle est en train de tomber en ruine. Et ces champs n'ont pas produit de récolte depuis des années. Le terrain seul doit valoir quelque chose, intervint ma mère, me lançant un regard calculateur. Surtout si ce promoteur est toujours intéressé. Monsieur Harrington toussa. Il y a aussi une lettre personnelle pour Samantha, dit-il en me tendant une enveloppe scellée portant mon nom écrit de la main tremblante de grand-ma. Le reste de la réunion passa dans un flou de paperasse et de déception à peine dissimulée de la part de ma famille. Mon oncle Peter était déjà au téléphone. En sortant du cabinet, probablement pour appeler son contact chez le promoteur afin de voir si l'affaire pouvait encore être sauvée par mon intermédiaire, il m'instruisit, ne prend aucune décision sans nous consulter. Alors que nous nous tenions sur le parking, il ajouta, cette propriété représente un héritage familial. Un héritage familial qu'il était prêt à vendre au plus offrant quelques minutes avant. Je hochai la tête en silence. Tu devrais au moins entendre les offres qui existent, ajouta ma mère. Cette vieille maison nécessite plus de travaux qu'elle ne vaut. Sois pragmatique, Samantha. Je promis de réfléchir à cela, surtout pour clore la conversation. Tout ce que je voulais, c'était retourner à la ferme, ma ferme maintenant, et lire la lettre de grand-ma en privé. Une fois chez moi, je m'assis sur la balançoire du porche où grand-ma et moi avions passé tant de soirées et ouvris soigneusement l'enveloppe. Ma chère Sam, si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie retrouver ton grand-père, et la ferme est maintenant à toi. Je veux que tu saches que c'était toujours le plan, même avant que tu viennes m'aider après ma chute. Ton grand-père et moi avons vu en toi, depuis que tu étais petite, un amour pour cette terre que aucun de nos autres enfants ou petits-enfants ne partageait. Ce que tu ne sais pas,
ce que personne dans la famille ne sait, c'est qu'Edgar n'a pas simplement refusé les compagnies pétrolières il y a toutes ces années. Il était plus rusé que cela. Il a vendu les droits miniers pour une petite portion de la propriété, juste 10 acres dans le coin nord, mais a conservé les droits sur le reste, croyant qu'un jour ces droits seraient bien plus précieux. Il avait raison. Il y a 6 mois, M. Harrington m'a aidé à négocier un accord avec Meridian Energy. Ils ont confirmé d'importantes réserves de pétrole sur notre terrain, samedi. Le contrat se trouve dans le coffre-fort derrière le portrait de ton grand-père dans le bureau. La combinaison à la date de notre mariage, 6 décembre 39. Les premiers puits seront installés dans l'année suivant mon décès. Les revenus seront substantiels, suffisants pour restaurer la ferme, pour vivre confortablement, pour faire tout ce que tu rêves de faire tout en préservant notre terre intacte. C'est ton héritage maintenant, pas seulement l'argent, mais la responsabilité de la gestion. Cette terre est dans notre famille depuis des générations, et maintenant je te la confie. J'ai vu comment tu prends soin des choses, Sam, comment tu t'es occupé de moi, comment tu as soigné le jardin, comment tu as réparé le vieux balancelle du porche sans qu'on te le demande. Tu as les mains et le cœur de ton grand-père. Les autres voient la ferme comme un fardeau ou une vache à lait. Toi, tu la vois comme une maison. Je t'aime, ma douce fille. Merci pour le cadeau de ton temps et de tes soins pendant mes dernières années. J'espère que ce cadeau que je te laisse te procurera autant de joie que tu m'en as apporté. Tout mon amour. Grand-mère Ellie. Je lus la lettre 2 fois, les larmes coulant sur mon visage, avant d'aller dans le bureau. Le coffre derrière le portrait de mon grand-père contenait exactement ce que grand-mère avait décrit, un contrat épais avec Meridian Energy, accompagné d'études géologiques montrant des dépôts de pétrole importants sur la propriété. Les revenus projetés étaient stupéfiants, des millions sur la durée des puits. Je passais toute la nuit à réfléchir à ce que cela signifiait, à ce que grand-mère m'avait confié, à la manière d'honorer à la fois l'opportunité financière et l'héritage familial qu'elle décrivait. Au matin, j'avais un plan. Pendant les 6 mois suivants, je ne dis rien à ma famille au sujet des droits pétroliers. Lorsque l'oncle Peter m'appela avec des nouvelles d'un promoteur prêt à payer le prix fort pour la terre, je déclinai poliment. Quand maman suggéra de vendre au moins une partie de la propriété pour financer une vie réelle en ville, je changeai de sujet. Cette ferme te coûte toutes tes économies, m'avertit-elle lors d'un appel téléphonique. Tu es aussi têtue qu'Ellie. Merci, répondis-je, prenant cela comme le compliment qu'elle n'avait pas l'intention de faire. Pendant ce temps, Meridian Energy commença le processus d'installation des premiers puits sur ma propriété. Je travaillais en étroite collaboration avec leurs équipes environnementales pour assurer une perturbation minimale de la terre. J'utilisais une partie des paiements initiaux pour commencer à restaurer la ferme, embauchant des entrepreneurs locaux pour réparer le toit et remplacer la plomberie antique. Lorsque le premier puits fut terminé et prêt à commencer la production, je décidai que c'était le moment. J'envoyai des invitations identiques à maman, à l'oncle Peter, à Jessica et à Mark. Vous êtes cordialement invités à un rassemblement à la ferme familiale pour célébrer les nouveaux commencements. Samedi 12 juin, à 14 h. Ils acceptèrent tous, probablement curieux de savoir ce que je pouvais bien célébrer dans cette « fosse à argent » de ferme. Le jour du rassemblement fut parfait, ciel bleu clair de l'Oklahoma, une brise douce, et les champs autour de la ferme étaient verdoyants et luxuriants. J'avais fait peindre la maison, reconstruit le porche, et aménagé le jardin. Elle était plus belle qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. L'oncle Peter arriva le premier, son SUV de luxe soulevant la poussière sur l'allée. Il descendit et regarda autour de lui avec une surprise évidente. La place a changé, commenta-t-il, observant les améliorations. Tu as été occupé. Oui, répondis-je, le guidant vers le porche arrière où j'avais préparé des rafraîchissements. Maman, Jessica et Mark arrivèrent peu après, tous faisant des observations similaires sur la transformation de la ferme. Ça a dû coûter une fortune, dit maman, suspicieuse. Où as-tu trouvé l'argent, Samantha? C'est justement pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, répondis-je, leur tendant à chacun un verre de la limonade préférée de grand-mère. Je voulais vous montrer quelque chose. Je les conduisis à travers le champ arrière, suivant un chemin récemment gravillonné vers le coin nord de la propriété. Lorsque nous avons franchi une petite colline, le puits de pétrole est apparu à l'horizon, une unité de pompage bougeant régulièrement de haut en bas. Ils s'arrêtèrent tous net. Est-ce que c'est, commença l'oncle Peter, sa voix vacillante. Un puits de pétrole, confirmai-je. Le premier de plusieurs que Meridian Energy installera au cours de l'année prochaine. Il y a du pétrole sur cette propriété, demanda Mark, incrédule. Pas mal, selon les études.
Je leur tendis à chacun une copie d'une version simplifiée du contrat. Grand-père l'avait soupçonné il y a des décennies. Il a vendu les droits miniers d'une petite section mais a gardé le reste. Grand-mère a finalisé cet accord 6 mois avant sa mort. Ils fixèrent les papiers, puis le puits, puis moi, leurs expressions mêlant choc, confusion et compréhension croissante. Tout ce temps, dit lentement l'oncle Peter. Quand on pensait que cette terre n'avait aucune valeur. Elle n'a jamais été sans valeur, le corrigeai-je. Elle a toujours eu de la valeur en tant que maison familiale, en tant qu'héritage, en tant que lieu où grand-mère et grand-père ont construit leur vie. Le pétrole n'est qu'un bonus. Combien ? Demanda Jessica, sans détour, scrutant le contrat. Combien ça vaut ? Les projections sont dans le contrat, répondis-je. Mais c'est substantiel. Maman leva les yeux des papiers, son visage pâle. Et Ellie t'a laissé tout ça ? À toi seul ? Elle m'a laissé la ferme et tout ce qui y est lié, confirmai-je. Y compris les droits miniers. Un lourd silence s'abattit sur le groupe alors qu'il prenait la mesure des implications. La ferme, sans valeur, qu'il m'avait poussé à vendre était maintenant révélée comme un actif d'une valeur de millions. L'année que j'avais, perdue, à m'occuper de grand-mère avait donné lieu à un héritage bien au-delà de leurs attentes. Eh bien, dit enfin l'oncle Peter, forçant un sourire. Je suppose qu'il est de mise de te féliciter. Tu as certainement eu de la chance, samedi. Ce n'était pas de la chance, dis-je fermement. Grand-mère a fait un choix, tout comme je fais le mien maintenant. Je leur remis un deuxième document, un accord juridique établissant la fondation Ellie et Edgar Williams. 50% des revenus pétroliers iront dans cette fondation, expliquai-je. Sa mission est de soutenir l'agriculture durable, la conservation de l'environnement et les soins aux personnes âgées dans ce comté. Je la fonde au nom de grand-mère et grand-père. Et les autres 50% ? Demanda maman. C'est pour moi, répondis-je simplement. Pour entretenir cette ferme, vivre ma vie et m'assurer que cette terre reste dans la famille pour la prochaine génération, tout comme grand-mère et grand-père le voulaient. Tu pourrais tout vendre maintenant et être à l'abri pour toute ta vie, fit remarquer Marc. Pourquoi t'accrocher à cet endroit ? Je regardais autour de moi les champs vallonnés, l'ancienne ferme au loin, le grand chêne où grand-père avait construit une balançoire il y a des décennies. Parce que certaines choses valent plus que de l'argent, dis-je. Grand-mère m'a toujours dit que la vraie richesse n'est pas ce que l'on a, mais ce que l'on est. Je crois ça. Ma famille resta encore 1 heure, posant des questions sur l'accord pétrolier, la fondation et mes projets pour la ferme. Les conversations étaient tendues, des sous-entendus de regrets et de rancœur cachés sous leurs mots de félicitations. Mais cela ne me dérangeait pas. Je ne les avais pas invités pour me vanter ni pour leur faire sentir coupable. Je les avais invités parce que, malgré tout, ils restaient ma famille. Et parce que je voulais qu'ils comprennent ce que grand-mère avait essayé de nous enseigner à tous, que les soins et la présence comptent plus que le succès matériel, que l'héritage ne se résume pas à l'argent, et que parfois, les choses qui semblent les moins précieuses détiennent la plus grande valeur. Après leur départ, je m'assis sur la balançoire du porche nouvellement reconstruite, alors que le soleil commençait à se coucher. Au loin, le puits de pétrole continuait son rythme régulier, extrayant un trésor caché des profondeurs de la terre. Mais le vrai trésor, je le savais, était la leçon que grand-mère m'avait laissée, voir de la valeur là où les autres ne voient rien, prendre soin de ce qui compte, et comprendre que les héritages les plus riches ne sont pas toujours visibles pour l'observateur occasionnel. Je passai ma main le long du bois lisse de la balançoire, me sentant plus proche de grand-mère que depuis son décès. Je comprends maintenant, murmurai-je à l'air du soir. Merci. Et quelque part, je me plais à penser, grand-mère Ellie souriait.